Mali, c'est une tournure insurrectionnelle qui est en train de prendre la mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis les législatives de mars-avril, les autorités ont suscité le courroux de leaders religieux, de personnalités politiques d'opposition, mais aussi de responsables de la société civile. Tout ce beau monde réuni autour de l'imam Mahmoud Dicko réclame entre autres la démission du président Ibeka, la dissolution du Parlement et appelle à la mobilisation générale vendredi dernier, alors que le mouvement avait été maintenu. C'est à de vraies scènes de guérilla qu'on a assisté dans plusieurs endroits de la capitale Bamako, d'une ampleur inégalée depuis de nombreuses années. Le bilan est lourd. Côté humain, le régime du président Ibeka tente de faire face par des propositions de sortie de crise dont ne veut pas entendre parler la contestation. Mais un appel au calme est intervenu de la part de l'imam Dicko. Ce dernier a appelé la jeunesse malienne au calme et à la retenue. Les revendications du mouvement dit du 5 juin sont-elles réalistes? Quels avis donnés sur les sorties multiples du président Ibrahim Boubacar Keïta? La solution ne viendrait-elle pas plutôt des propositions de la communauté internationale? Mali, le durcissement de la mobilisation contre le régime Ibeka. Quelle solution de sortie de crise pour éviter l'escalade? C'est le thème central de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand Pouillon. Patrick Armand Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Cissé, ma première question est pour vous. Les manifestations à l'appel du mouvement dit du 5 juin ont viré donc à l'affrontement dans plusieurs endroits de Bamako et même jusque dans la mosquée où l'imam Dicko prêche. D'où est née, selon vous, cette contestation qui ébranle durablement le régime depuis quelques mois? C'est en fait c'est la succession des frustrations quand même. Vous savez, le Mali traverse une crise, ça fait une dizaine d'années maintenant. Quand on voit un peu le Mali, depuis l'indépendance, on a vu c'est Modibo Keïta. Il a subi un coup d'État parce que tout simplement il voulait aller quitter le franc CFA pour créer sa propre monnaie. Il est parti à Moussa Traoré qui est venu presque pendant 30 ans. C'est un parti unique. Mais pour changer de cap, aller vers la démocratie, c'est le peuple malien qui a pris sa destinée à main pour amener le système de démocratisation. Tout à fait. Donc ce peuple malien a été toujours un peuple combatif. Alors, mais avec les groupes rebelles, etc., l'insécurité, en plus une démocratie boiteuse, ça crée de la frustration. Alors le peuple s'est levé et là, en ce moment, je vois les chefs religieux dans leur véritable rôle, n'est-ce pas, le rôle de venir à l'avant-garde, c'est-à-dire de sauver le peuple. Le religieux n'a pas seulement à prêcher dans la mosquée, mais quand le peuple est en danger, tu te lèves, tu agis. Alors donc je crois qu'il y a la combinaison de ces trois dimensions, la dimension religieuse, la société civile et les politiques. La mayonnaise a pris et le peuple a voulu le changement. Alors, Patrick Armand Pouillon, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, les violences de ces derniers jours? Je rappelle que les violences continuent en ce moment même, alors que le mouvement revendique un caractère pacifique. Non, en fait, il faut expliquer simplement que la manière dont le président communique, cette manière de venir chaque fois donner une petite chose, ça ne peut qu'encourager les gens à faire plus pour avoir plus. Je crois que le président a besoin de négocier sérieusement, de mettre sur la table un certain nombre de choses qui vont calmer le peuple. Vous savez dans quelles conditions nous avons eu les élections législatives, dans quelles conditions nous avons eu les élections présidentielles, dans quelles conditions les choses sont passées jusque-là. Vraiment, dans ces conditions, le président a besoin, oui, peut-être d'être ferme, mais on ne peut pas être ferme
avec chaque fois on accorde ce qu'on avait refusé hier, chaque fois qu'il y a une manifestation. Donc la manière de communiquer du chef de l'État a entraîné pour une bonne part cette tension qui s'accroît de jour en jour. Alors, une vingtaine d'opposants arrêtés depuis vendredi, puis relâchés sur demande notamment des partenaires du pays. L'imam Dicko, lui, est libre de ses mouvements. L'homme a appelé au calme et à la retenue. Quelle est votre lecture sur cette sortie, Lamine Cissé, la sortie de l'imam Dicko? Oui, mais non, c'est tout à fait normal parce que moi, je crois que le pouvoir est au mur. Ce qu'il faut, je crois que la négociation est en cours. D'autant plus que Ibeka même est sorti pour dire qu'il a dissous la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle qui n'existe plus que de nom. Oui, d'accord. Mais ils ont dit qu'il faut dissoudre. Ça fait partie des revendications. Je crois qu'il faut permettre au président de la République de pouvoir proposer une solution consensuelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas revendiquer et briser le pays. Aujourd'hui, si par exemple Ibeka n'est pas au pouvoir aujourd'hui, qui va le remplacer? Automatiquement, on lui dit de démissionner. Pour qui va prendre place? Dans ce combat où il y a l'opposition, les religieux et puis la société civile, c'est pour créer un gouvernement de transition? Non, je crois qu'il faut amener Ibeka à créer une transition pacifique. Parce qu'en fait, je crois que l'imam est conscient du danger, du fait que si on va vers la violence pour régler les problèmes, parce que déjà il y a la violence dans le pays. Tout à fait. Il ne faut pas fragiliser le pays, il ne faut pas fragiliser davantage l'État, parce que l'État est déjà fragile. Je crois que le jeu est dans le camp du président Ibeka. C'est lui qui doit faire preuve, n'est-ce pas, de patriotisme et se mettre à la table de négociation, comme Patrick Pognon l'a dit, mais aller vers l'essentiel, quoi. Patrick Amon-Poyon, l'appel à la retenue de l'imam Dicko n'a visiblement pas calmé vraiment l'envie de certains Maliens d'en découdre avec les forces de défense et de sécurité. Selon vous, que faille-t-il faire dans l'immédiat? Avant la manifestation, il a pris la parole pour dire que lui, il ne va pas marcher, mais il ne peut pas empêcher les jeunes de marcher. Au fait, c'est un monsieur rompu à la négociation. C'est un monsieur expérimenté et stratège. C'est un monsieur qui a géré le Haut Conseil islamique, la plus grande organisation religieuse du Mali pendant des années. Il sait comment s'y faire. C'est dommage que le président Ibeka, dans l'exercice du pouvoir, s'est fait tellement entouré de personnes de sa famille qui n'ont jamais exercé des fonctions. Et donc, ça fait qu'il a en face de lui quelqu'un plus organisé, plus conseillé, plus encadré que lui. Et ça fait toute sa difficulté. Vous avez vu la communication de l'imam Dicko, c'est millimétré. Il sait quoi dire, quand il faut le dire, comment le dire. Alors qu'en face, nous avons un président qui, je ne sais pas comment ça se passe, revient chaque fois sur ce qu'il avait refusé la veille, qu'il ne peut pas donner. Il donne ça le lendemain. Moi, je crois que, comme la Bible l'a dit, le président Ibeka doit sortir la solution, mais de façon vraiment à ne plus écouter ces va-t-en-guerre de son camp. Vous savez, je vais vous dire ceci, j'ai toujours dit qu'une vieille opposition de plusieurs années vient au pouvoir avec des gens qui ont été en tout cas, excusez, je n'ai pas trouvé d'autres mots, c'est pas ce que je veux dire exactement, que les gens ne trouvent pas ça blessant, mais c'est des gens presque affamés qui arrivent au pouvoir. Donc on s'accroche, on conseille des bêtises au président parce qu'on veut tout contrôler, on veut tout régenter. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un était président 6 ans et a eu pratiquement près de 6 premiers ministres? Près de 6 premiers ministres, près de 6 ministres de la Défense dans un pays en guerre, près de 6 chefs d'état-major. Non. C'est-à-dire, franchement, il faut qu'on fasse plus sérieux. Nous aurons tout à l'heure à parler des solutions. Mais déjà, retenez une chose, la balle est dans le camp du président Ibeka qui doit entendre ce que la rue est en train de dire et offrir à la rue ce qu'elle veut. Alors, Lamine Cissé, face à la contestation, le régime Ibeka ne reste pas les bras ballants. On va en parler donc. Un gouvernement de large ouverture est annoncé. Est-ce que, selon vous, cela fait partie des pistes à explorer? En quoi est-ce qu'un gouvernement de large ouverture satisfait les revendications du peuple, à savoir arrêter avec l'impunité, arrêter avec la corruption,
redistribuer les richesses au peuple, résoudre les problèmes de sécurité dans l'immédiat. Les problèmes que pose la revendication, j'ai l'impression qu'un gouvernement d'union, c'est juste offrir encore quelque part du gâteau national à quelques personnalités politiques de plus. Non, je crois que la situation du Mali aujourd'hui, on ne doit plus parler de problème de gâteau national. C'est un problème de sécurité et de survie nationale. Ok, le pays est divisé, il y a des forces étrangères sur le sol malien. Tout à fait. Et dans l'espace CEDEAO, je dirais, parce que nous ne sommes pas tous épargnés. Hein. Ce qui frappe le Mali frappe toute la sous-région, c'est compris. Alors moi je crois qu'un gouvernement de large union nationale, c'est une bonne proposition, mais elle doit être basée sur un consensus des forces sur le terrain. Parce qu'en fait, le peuple, constitutionnellement, le peuple a demandé à ce que ça suffit. Le peuple est souverain, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui a la souveraineté. Et ce peuple dans la rue, aucune armée, aucune force ne peut aller contre ce peuple-là. Si ce peuple veut renverser, il va renverser. Alors je crois que, comme Pognon l'a dit, IBK, s'il propose un gouvernement de large union nationale, quel gouvernement? Ce gouvernement doit être autour des revendications de ce peuple-là, pour qu'il y ait une plateforme, c'est-à-dire une feuille de route consensuelle. Ça peut aller. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale où IBK va choisir ses ministres. Non. Quand il appelle à un gouvernement, il appelle à un dialogue. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit les forces politiques, les forces religieuses, les OSC doivent s'asseoir autour qu'il y ait un dialogue franc. Qu'un gouvernement qui doit être mis là, quel est l'objectif de ce gouvernement-là? Quelle est la feuille de route à tenir? S'ils sont d'accord sur ça, là, je crois qu'il faut apaiser le Mali pour aller vers une autre transition démocratique. C'est extrêmement important. Patrick Amampoyon, en quoi est-ce qu'un gouvernement d'union nationale ou de large ouverture, comme on l'annonce actuellement, pourrait résoudre le problème du Malien lambda? On rappelle que les revendications sont claires. Il faut arrêter avec la gabégie au sommet de l'État, il faut arrêter avec la corruption, il faut résoudre les problèmes de sécurité, il faut restaurer l'intégrité du Mali, du territoire. Ce sont donc, on va dire, en gros, ce que revendique la mobilisation. Aujourd'hui, en quoi est-ce que offrir quelques postes de plus à quelques opposants du moment pourra résoudre le problème? Les gens n'entendent pas IBK parce qu'il a déjà fait trop de gouvernements d'union nationale, d'ouverture, de ceci et tout ça. C'est des solutions qu'il a déjà envisagées. Moi, je crois fondamentalement que pour calmer la population, c'est-à-dire que les revendications-là ne peuvent pas être réglées par baguette magique, mais pour calmer la population, on a besoin de donner des choses vraiment. Parce que quand IBK dit qu'il dissout et qu'il retire le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle est presque... C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne démissionne et il n'y a plus de Cour constitutionnelle. Donc voilà, il est en train de donner ce qu'il a perdu. Il est en train de donner ce qu'il a perdu. Ce n'est pas possible. Moi, je crois que IBK a besoin, le président IBK a besoin de donner. La première chose qu'il faut donner à la population, là, c'est dissolution de l'Assemblée nationale pour remplacer par une constituante. Il faut une constituante. C'est-à-dire que ces hommes qui sont à l'Assemblée nationale énervent la population. C'est ça le problème. Ce n'est pas le gouvernement d'union nationale, tout ça là. Non. On dit l'Assemblée nationale représente le peuple. Le peuple ne se retrouve pas dans cette Assemblée nationale. C'est là le problème. Il faut déjà dissoudre cette Assemblée nationale et remplacer par une constituante avec une répartition claire du nombre de sièges entre les différentes constituantes de la nation. Là, la population qui est dans la rue là, il faut qu'il y ait des représentants du citoyen lambda. Le vendeur au marché central là, il doit se retrouver dans cette constituante. Le conducteur comment on appelle, de Sotrama doit se retrouver dans cette constituante. Tout le monde doit se retrouver dans cette constituante. C'est ça d'abord la première chose. Quand on dit gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que le gars qui est dans la rue a à voir avec le gouvernement d'union nationale? Donc d'abord, il faut donner cette constituante-là. Ensuite, si les gens ne doivent pas avoir la primature, oui, il faut donc leur donner au moins la présidence de cette institution qui va remplacer le Parlement. Donc il faut que le président fasse preuve d'ingéniosité. Parce que si on reste là à dire oui, venez d'un gouvernement, c'est un piège pour les autres. S'ils vont dans un gouvernement comme ça, la population va les vomir. Ils ont besoin de
dissolution de l'Assemblée nationale. 2. Remplacer ça par une constituante. La constituante qui propose aussi de façon équitable les membres de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que les amis, quand il y a consensus, la constitution, le consensus est une à valeur constitutionnelle. Donc, à partir de cet instant, faisons le consensus sur l'essentiel. Le Mali a une opportunité historique de corriger les erreurs de nos constitutions francophones et de faire en sorte que nous puissions sauver le Mali. Mais ça demande de l'ingéniosité. Si le président Ibeka est prêt à dissoudre l'Assemblée nationale, à remplacer par une constituante, à laisser la présidence de l'Assemblée nationale aux opposants, à leur laisser avoir la moitié au moins des membres de la Cour constitutionnelle et tout ça, ils seront prêts à lui laisser la primature pour que le Premier ministre ne devienne pas un président bis et autres. Mais il faut que le président comprenne que cette Assemblée nationale est la cristallisation de la colère de la population. C'est pourquoi ils sont allés brûler l'Assemblée nationale. Ils ne veulent pas voir cette institution-là. Donc, le grand affaire de Cour constitutionnelle, tout ça là, non, c'est d'abord ça. Réglons le problème de l'Assemblée nationale, réglons ça et les autres peuvent se mettre en place. Et lui peut proposer tout ça. Et quand les gens vont sentir que ce qu'il propose est cohérent, les gens vont s'allier. Voilà, c'est effectivement le problème au niveau de l'Assemblée, ça cristallise. Je crois qu'il y a un problème de stratégie tout simplement. Parce que quand, par exemple, ce que le coach Patrice est en train de proposer, même si cela est fait, et que le ministre de la Justice, c'est le camp de Ibeka, les ministres, etc. L'État, c'est eux qui font fonctionner l'État. Je crois que quand on parle de gouvernement d'union nationale, c'est pour pouvoir avoir des hommes qui conduisent la politique de la revendication. Parce que là ce qui est réaliste, ce qui n'est pas réaliste, c'est de dire à Ibeka démissionne. Bon, je crois que quand vous voulez le pied, vous demandez tout le corps. Si on vous donne le pied. Mais aujourd'hui, de dire à Ibeka démissionne, c'est de mettre le Mali dans un état de chaos total. Parce que déjà, le pays est dans un état de chaos et d'insécurité. Il y a un problème. Donc, le Mali est un œuf aujourd'hui. Il faut faire attention pour ne pas casser l'œuf. Moi, mon inquiétude se trouve à un gouvernement d'union nationale qui a comme mandat de réorganiser les élections, de changer la Cour constitutionnelle, etc., etc. Mais c'est des hommes qui le revendiquent qu'il faut mettre là, à la place des hommes qui ont la main libre de faire ce job-là, ce travail-là. Mais si maintenant on voudrait que Ibeka, lui, en tant que président, fasse lui seul ce job-là, il est entouré de ministres, etc., qui sont de la mouvance, qui ont leur intérêt, peut-être qui ont des casseroles qui traînent. Mais quand vous prenez, par exemple, au niveau des imams, des religieux, vous prenez au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, des gens intègres, vous leur donnez des postes dans le gouvernement pour leur dire, votre mission c'est ça, ce qu'il dit, il faut dissoudre l'Assemblée, aller aux élections, d'accord. Mais l'Assemblée, la CENI, qu'est-ce qui conduit la CENI? C'est un ministère qui gouverne la CENI. Quand vous prenez par exemple la Cour constitutionnelle, il est rattaché quoi? Au ministre de la Justice, au président de la République. Donc il faut, dans des points stratégiques, mettre des hommes qui seront prêts à changer la dynamique. Et ils vont se surveiller et qu'il y aura l'apaisement et ils vont aller tranquillement vers les objectifs. C'est-à-dire que c'est un problème de stratégie. Ce que Patrick Pognon dit, je dis la même chose. Mais c'est la stratégie qu'il faut pour arriver à cela. Lui, il veut qu'on aille directement à cela. Moi, j'ai dit non. Le gouvernement d'union nationale se parlait. C'est des hommes qu'il faut mettre au point stratégique pour qu'ils fassent ces réformes-là dans le temps. C'est ma proposition en tout cas. Alors, Patrick Amopoyon, on a l'impression qu'il y a certaines personnalités qui cristallisent beaucoup de critiques. C'est le cas du fils du président, Karim Keïta, qui a donc décidé de démissionner de son poste de président de commission parlementaire de la défense. Votre avis déjà sur cette démission qui a été enregistrée sur les dernières 24 heures? Au fait, ils sont en train de donner ce qui est vidé de ces coquilles. C'est ça. Il ne faut que des petits pas dans la mauvaise direction. Cette démission-là, ça change quoi? Il n'a plus... Cette démission ne change rien. C'est l'institution... L'Assemblée nationale n'existe plus, n'a plus de siège, n'a plus de rien pour travailler. Les documents sont brûlés. Et on dit on démissionne. De quoi? C'est ça le problème. Il faut qu'on comprenne, les amis, c'est très important. Au Mali, on connaît les hommes intègres. On
connaît les hommes intègres du Mali. Il y a des noms au Mali, quand on met ces noms-là au ministère de la Justice, tout le monde tremble. Les gens vont ramasser leur bagage et fuir. On connaît les hommes intègres. On connaît quelqu'un, par exemple, qui a pu faire arrêter le vérificateur de la République contre l'avis du chef de l'État. Un seul procureur a pu faire arrêter le vérificateur de la République contre l'avis du chef de l'État. Donc c'est pour dire qu'on connaît les hommes intègres. Qu'on dise aux Maliens, écoutez, voici la solution, point. Première chose, l'Assemblée nationale ne représente plus la population. Il faut une constituante. Deuxième chose, il a retiré le décret de la Cour constitutionnelle. Si on doit remplacer de la même manière, le président donne temps, le président de l'Assemblée nationale donne temps, le problème sera le même. Le problème sera le même. Ensuite, pourquoi? On peut garder le même Premier ministre, mais pas dans les conditions où les institutions sont mises en place encore par le président et son parlement. C'est ça. Les amis, le Mali a une opportunité historique. Historique. IBK peut rentrer dans l'histoire. Lamine insistait sur le fait qu'on ne doit pas demander la démission du président. Je suis totalement d'accord. Il dit ça là. Si le président, qui va signer les documents? Qui a la légalité, la légitimité pour signer les documents? Le président. Donc il faut le laisser là pour signer les nominations, les dissolutions et tout ça. Parce que si on ne le fait pas, les amis, le Mali doit se rappeler. On a fait partie ATT, c'est la population qui a subi les conséquences. Donc l'État doit rester État. Et la seule personne qui incarne l'État aujourd'hui, c'est le président de la République. Il faut donc l'aider à incarner l'État. Et ça, les opposants ont compris. L'imam Diko sait très bien, il est très averti de ces questions-là. Il sait très bien que la démission de IBK va se retourner contre eux. Va se retourner, écoutez bien, la rue qui est en train de protester ne proteste pas contre IBK, elle proteste contre tout ce qui incarne l'autorité de l'État. Ça veut dire que si IBK quitte et eux ils prennent la même personne qui était dans la rue aujourd'hui, sera encore dans la rue contre eux. La rue est une rue qui proteste. Dans tous les pays, la rue proteste. Donc si vous êtes du côté de la protestation, vous avez la rue. Alors si vous ne savez pas gérer, vous allez prendre le pouvoir et la même rue va venir encore vous chasser. Voilà, Patrick Armand-Bouillon. Lamine Cissé, votre avis déjà sur l'adhésion de Karim Keïta de quitter la présidence de la commission de la défense au niveau du Parlement? Bon, il l'a fait sous pression. C'est très bien. L'impact, c'est-à-dire que sur le plan moral, ça peut apaiser, mais ce n'est pas l'objectif. Vous savez, c'est un plus, c'est un de moins sur la charge. Mais ce que je voudrais dire, on est en train d'analyser le cas du Mali comme ça, mais toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique est en train de regarder le Mali parce que la tension, les éléments qui ont amené le Mali à ce niveau-là se trouvent dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Au Niger, c'est les mêmes problèmes qui se trouvent au Niger. Quand vous allez par exemple au Sénégal, c'est les mêmes problèmes. Les tensions sont vives. Ce manque de démocratie et la dictature. Au Bénin, c'est pareil. Les tensions sont vives. Donc, quand vous voyez beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest sont dans les mêmes problèmes. Mais c'est pourquoi je dis tout le monde regarde le Mali. Parce que le Mali de l'empire de Soundiata Keïta, c'est toute l'Afrique de l'Ouest presque qui était gouvernée par le Mali. Toute l'Afrique de l'Ouest qui était gouvernée par le Mali. Et c'est pourquoi je suis confiant que la solution viendra de ce grand Mali. Parce que tout ce qui se passe au Mali, son impact est régional. Moi qui vous parle comme ça, je suis un Cissé. Quand on me dit Cissé, on va dire le Mandé Mori. Mandé Mori, ça veut dire que je suis un marabout de l'empire du Mandeng. Quand on parle des Traoré, les Djabi, ça veut dire que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons les mêmes noms de famille qui ont comme origine l'empire du Mali. C'est pourquoi je dis, quand vous voyez l'histoire de ce pays-là, ce pays de Soundiata Keïta, ce pays de la chatte du Mandeng, la solution va être trouvée parce que ce n'est pas un peuple qui s'assoit. C'est un peuple qui est toujours debout. Donc, IBK, il le sait, hein? Il sait qu'il n'a pas de solution. La solution est que ce que le peuple malien veut, c'est ce qu'il est obligé de faire. Donc, c'est pourquoi je dis, il est extrêmement important aujourd'hui, à l'heure actuelle, que IBK réponde, n'est-ce pas, à cette demande-là. Parce qu'il y a trop de pression autour de lui. Il y a trop de pression parce qu'il y a trop d'intérêt dans ce pays-là. Vous vous rappelez Houphouët-Boigny, quand il était en 1958 le ministre français en charge du Soudan,
C'est-à-dire que c'est le Soudan français, c'était le Mali. Le Soudan français, c'était la Côte d'Ivoire, c'était le Sénégal, le Mali. Tout ça, avec la fédération du Mali, c'est lui qui a cassé. Mais il disait à cette époque-là, la richesse qui se trouve dans le sous-sol malien, en termes de pétrole et de ressources minières, pour développer toute l'Europe. Houphouët-Boigny le disait à cette époque-là. Donc il y a des enjeux géostratégiques, mais il y a des enjeux, tu sais, le Niger est à côté. Tout à fait. Et que la France a des intérêts. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont autour de IBK. Mais je voudrais qu'il fasse fi de ces enjeux-là. Son enjeu aujourd'hui, c'est le peuple malien. Il doit avoir comme enjeu aujourd'hui le peuple malien et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous ayons des chefs d'État qui soient suffisamment patriotes pour régler ces problèmes-là. Moi, c'est cela que j'appelle IBK, pour que vraiment qu'il aille à la table de négociation, comme coach l'a dit, d'une façon franche et directe, et poser les véritables solutions pour trouver les véritables... Et le véritable problème pour trouver les véritables solutions. Voilà. Alors, Patrick Amanpoyon, aujourd'hui, le président IBK est en train de donner un certain nombre de choses. On parle de législatives partielles. Visiblement, la contestation ne veut pas en entendre parler. Il y a les organisations internationales, notamment l'Union africaine, notamment la CEDEAO, notamment l'ONU, qui ont fait aussi des batteries de propositions. Est-ce que, selon vous, ces propositions-là sont de nature à calmer la rue ou à trouver une solution pérenne à la contestation en cours? Au fait, non. Non, parce que la CEDEAO et l'Union africaine ne peuvent pas parler hors constitution du Mali. C'est-à-dire que eux, devant les médias, ne peuvent pas demander dissolution de l'Assemblée nationale, puisque la constitution du Mali dit que l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute dans l'année qui suit l'élection. Donc, eux, ils ne peuvent pas dire ça officiellement. C'est au président IBK de faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence stratégique. Maintenant, Lamine a voulu profiter du Mali pour donner des coups de pied à tous les chefs d'État qui n'aiment pas dans la sous-région, notamment le Niger, le Sénégal et autres. Mais retenez que le problème est totalement malien. Le problème est totalement malien. IBK est venu au pouvoir avec un groupe d'anciens opposants qui pendant longtemps n'ont pas eu accès au pouvoir d'État et chacun est venu pour ses intérêts. Et c'est ce groupe-là qui est le groupe de pression de qui le président IBK doit se dissocier. Parce que s'il ne le fait pas, qu'il n'oublie pas Amadou Toubaï Touré, qu'il n'oublie pas Blaise Compaoré, qu'il n'oublie pas ces situations. À la veille de la chute de Blaise Compaoré, tous les chefs d'État l'ont appelé pour lui dire calme-toi. Il a dit jamais. On a vu là où ça a fini. Donc le président n'a qu'à cesser ce petit jeu de je donne ceci, je ne donne pas ceci, je donne ceci, je ne donne pas ceci. Non. Le problème c'est quoi? En tant que leader, après avoir écouté tout le monde, il faut décider seul. Le président IBK doit décider seul de sauver le Mali. Le Mali doit être placé au devant des intérêts de famille, des intérêts de clan, des intérêts de ceci. Le problème du Mali n'a rien à voir avec la sous-région, avec la France, tout ça. Laissez tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est que IBK a la main pour pouvoir sortir le Mali de ce chaos-là. Patrick Amanpoyon, les voisins du Mali n'ont donc pas à être inquiets de la situation sécuritaire qui pourrait découdre donc de cette mobilisation-là. Si les choses venaient à empirer, personne ne le souhaite. Mais est-ce que vous n'avez pas constaté que malgré tout le désordre qu'il y a à Bamako, le Gao est calme, Kidal est calme, Tombouctou est calme, mais parce que vous avez en face l'imam Diko, qui n'est pas n'importe qui dans les négociations, dans les tractations pour la paix au Mali. C'est parce qu'il était fatigué de ne pas être écouté qu'il a fini par commencer par donner de la voix. Donc ne prenez pas aussi les opposants comme des enfants de rue qui n'ont pas des contacts pour calmer le jeu sécuritaire. Le problème du Mali, si le président IBK joue le jeu, non seulement on va sauver le Mali politiquement, mais on va finir avec la crise politique. La crise sécuritaire.
la crise sécuritaire actuelle du Mali a créé du désordre dans la sous-région, nous sommes d'accord. Mais la résolution des problèmes des Maliens, c'est un problème malino-malien. Ils n'ont qu'à régler ça là-bas et la sécurité de la sous-région va gagner. Mais il faut que le président Ibeka comprenne que ce n'est pas une affaire du Niger, ce n'est pas une affaire du Sénégal, ce n'est pas une affaire de France, c'est une affaire du président Ibeka qui doit devenir le président du Mali et non le président d'un camp. Lamine Cissé n'est pas du même avis. Allez-y. Il n'est pas en train de faire une analyse géopolitique. Moi, j'ai fait une analyse géopolitique. J'ai d'abord dit nous sommes dans la CEDEAO, dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il faut dire que la démocratie va très bien au Niger. Le Niger n'est pas confronté au problème de terrorisme, etc., autant que le Mali. Mais si le Mali est en danger, on a vu que la Libye était en danger et ça a eu des effets d'entraînement dans toute la sous-région. Ça dit que géopolitiquement, nous sommes liés. J'ai dit, le processus de démocratisation, les pays francophones, nous avons commencé en même temps. Mais nous avons des disparités. Mais aujourd'hui, nous avons dans les pays la dictature constitutionnelle et institutionnelle qui nous gouverne. C'est ça que je voulais lui expliquer. Je voulais lui dire qu'au Niger, il y a la tension. Au Bénin, il y a la tension. Au Sénégal, il y a la tension. Le deuxième mandat de Macky Sall, c'est un hold-up électoral. Il y a un problème très sérieux au Sénégal. Si lui ne connaît pas, moi je connais. Je voulais tout simplement lui dire que Alpha Condé de la Guinée, il y a la tension en Guinée. Donc en plus de cela, toute la sous-région est en train de regarder le Mali, comment il va gérer cette crise-là. Parce que cette crise-là peut avoir des impacts positifs comme négatifs dans la sous-région. Des effets d'entraînement. D'entraînement, oui, c'est tout à fait. C'est la géopolitique. Nous sommes liés. Moi, je suis un Cissé, je suis au Sénégal. Il y a tellement de Cissé au Mali, au Burkina Faso, etc., Touré. Nous sommes liés. Nous, c'est le même peuple. C'est ça que je veux faire comprendre à Patrick Pognon. Il est rentré dans mon 18 là, mais je l'ai fait sortir. Patrick Pognon, le chef de file de l'opposition, serait toujours aux mains de djihadistes. Le président Ibeka assure qu'il va bien. Votre lecture déjà du sort réservé à l'opposant aujourd'hui, qu'advient-il de lui? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis 6 ans, le président Ibeka a fait plein de promesses, on n'avait pas vu les résultats. Il avait promis qu'en 1 an, il va régler la crise sécuritaire, on n'en a pas réglé. Il est venu avec enchaînement de premiers ministres qui nous ont fait perdre Kidal. Il est venu avec ceci. Bref. Bon, c'est pour dire que véritablement, moi je crois que la résolution, c'est-à-dire nous sommes à un tournant historique au Mali. Et je peux vous rassurer, le Mali sortira grandi de cette crise. Parce que si le Mali sortira grandi de cette crise, parce que si ce genre de crise, parce que contrairement à la comparaison comment on appelle, de Lamine Cissé, au Sénégal, le président n'est pas affaibli, hein. Au Niger, le président n'est pas affaibli, hein. Au Bénin, le président n'est pas affaibli, hein. Mais au Mali, le président est affaibli. Au Mali, le président est affaibli. Et donc, c'est pas le même cas. Ici, nous sommes dans un cas où les dribleries du président sont devenues visibles à la population qui dit on en a marre. Et donc, dans ces conditions, le président, soit il règle le problème par la meilleure des manières, en sortant par le haut, soit dans tous les cas, il sera confronté, comme il est en train d'être confronté progressivement, à la résolution douloureuse des problèmes. Donc bref, je crois qu'il gagnerait à ménager sa santé en faisant rapidement une sortie stratégique du Mali, et là, il gagnerait pour sa santé. Mais s'il veut jouer à ce jeu de ping-pong auquel il est en train de jouer, ça, l'affaire, c'est mauvais peut-être pour lui. Mais je peux vous rassurer, le Mali sortira grandi de cette crise parce qu'il y a une opportunité historique où personne n'a le pouvoir aujourd'hui de décider ce qu'il arrange au Mali. C'est ça. C'est une opportunité parce que quand nous sommes dans une situation où quelqu'un est fort, il est difficile de faire des choses dans l'intérêt du peuple. Alors qu'au Mali aujourd'hui, c'est la population qui est forte et dans ces conditions, même l'opposition a peur. Même les leaders de la contestation ont peur. Donc dans ces conditions, c'est une opportunité historique et je peux vous garantir que le Mali sortira grandi de cette crise. La solution passe donc par le consensus. Oui, moi je crois que c'est ça. Mais évidemment, le peuple est souverain. Il est en train de montrer sa souveraineté sur le terrain pour lui dire que le pouvoir, c'est moi qui détiens le pouvoir. Alors donc, je crois que face à cela, le pouvoir n'a pas de solution que d'aller vers la table de négociation, parce que c'est le salut, c'est ce que tout le monde attend. Maintenant, il est obligé aussi d'aller à la table d'une façon très sincère,
en mettant devant l'intérêt supérieur du pays. C'est ce que nous recommandons. Et je crois que c'est vers cela où le peuple malien est en train d'aller. Alors, votre lecture de la situation de Soumaïla Cissé, le président rassure chaque fois quand il sort, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que c'est trop bizarre même. C'est très bizarre de remarquer que dans un pays, c'est pourquoi le problème d'insécurité se pose avec acuité. C'est-à-dire que le problème de Soumaïla Cissé seulement ça devait être un objectif de combat. Devait être un objectif de clarification. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'État au Mali, en réalité. Comment on peut prendre dans le territoire, on kidnappe un opposant à la taille de Ismaïla Cissé, le chef de l'opposition, qui a été président de l'UMOA pendant 10 ans. Comment on peut le kidnapper avec tous les services de renseignement du monde entier, de tous les pays de la CEDEAO? La France est là, il y a les militaires, etc. Jusqu'à présent, on n'a pas pu libérer Ismaïla Cissé. Le Mali est un enjeu. Il faut libérer ce pays-là. Je crois que si le Mali est libéré, toute l'Afrique de l'Ouest va être libérée. C'est extrêmement important, hein, parce que ce qui se passe dans ce pays-là, on ne peut même pas l'expliquer. Donc, cette situation-là, même dans un autre pays sérieux, devait faire chuter le régime d'Ibeka. Le fait qu'on enlève le chef de l'opposition devait le faire partie du trône. J'étais à sa place, j'allais démissionner. Moi, j'allais dire je ne peux plus. Mais c'est sérieux. Tu ne peux même pas expliquer cela. Patrick Abompoyon, la situation de Soumaïla Cissé, est-ce que cela est symptomatique des nombreux maux dont souffre le Mali aujourd'hui? Oui, parce que quand on a enlevé Soumaïla Cissé et il a continué d'organiser les élections, c'est là qu'il a perdu le pouvoir. Hein. C'est ça. L'enlèvement de Soumaïla Cissé a été un événement spécial. Vous allez au temps du Raolis au Ghana, vous attaquez un policier, mais vous êtes persécuté. Oui. Mais on enlève le chef de file de l'opposition et le président dit on continue les élections comme si de rien n'était. C'est depuis ce moment que le Mali a dérapé. Très bien. C'est pas normal. C'est un événement qui devait susciter qu'on s'arrête. S'il avait fait ça, je vous assure, il serait plus crédible aujourd'hui. On ne serait pas en train de demander dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que l'ancienne est encore plus légitime que la nouvelle. Mais mettre des gens sous coronavirus, by force, pour aller aux élections, on enlève le chef de file de l'opposition, on dit on continue, et on organise les élections dans ces conditions. Et la Cour constitutionnelle va sauver 31 députés. La Cour constitutionnelle va sauver 31 députés. Non, les amis, c'est-à-dire que non. Le président Ibeka a aligné des erreurs depuis son élection jusqu'à présent. Depuis son élection du premier mandat jusqu'à présent, il n'a aligné que des erreurs. Et aujourd'hui, il est temps de mettre fin à ces erreurs-là et de mettre le Mali au-dessus de tous les intérêts, en dessous de table. Quand on parle de communauté internationale et autres, si le président Ibeka avait écouté la communauté internationale, le Mali serait mieux géré. Il écoute son clan. C'est là le problème. Il faut qu'ils comprennent que les gens ont suffisamment mangé pendant 6 ans. Il est temps qu'on pense maintenant au Mali. Alors, Patrick Abompoyon, je reste avec vous. Difficultés sécuritaires pour les pays limitrophes du Mali où il faut ne pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Oui, de toutes les façons, retenez une chose. La sécurité du Mali pendant des années n'est pas dans la main de Ibeka. Regardez les zones que les forces étrangères sécurisent. Avez-vous entendu des enlèvements à Gao? Avez-vous entendu des enlèvements à Kidal? Avez-vous entendu des enlèvements dans les zones sécuritaires gardées par les autres? C'est là où le président Ibeka est censé de faire sécurité que ça ne va pas. Donc il est temps qu'il lâche un peu du lest pour permettre à des opposants capables de faire le job, capables de faire la chose, de prendre la relève. Le Mali a besoin de justice et on sait qui est capable de faire justice. Vous avez vu, des gens ont arrêté Sanogo. Ce n'était pas possible au Mali. Des gens ont pu arrêter Sanogo. Où sont ces gens-là aujourd'hui? On les a mis de côté. Donc on a mis les compétents de côté, on fait des trucs de compétents, après on dit on va s'assurer, on rassure tout le monde, tout va aller bien, on rassure tout le monde, tout va aller bien. Non, ça devient ridicule à la fin. Il est temps que le président se mette au-dessus de la mêlée. Il a encore la légitimité pour sortir le Mali par le haut. Il faut qu'il pense que le moment est venu. Je salue à ce niveau le président Mathieu Kérékou qui en 89 a compris
que c'est gâté et a sorti le Bénin par le haut. Il faut que le président Ibeka sorte. Et aujourd'hui, tout le monde croit en sa capacité de régler ça. L'imam Diko sait qu'il suffit d'une proposition sincère et claire du président Ibeka. On n'a même pas besoin de discuter là-dessus. Qu'il propose des choses claires qui vont dans le sens de rassurer. Les gens veulent être rassurés. Ils veulent retrouver des personnalités qui les rassurent. Mais là, tant que ce n'est pas ça, et c'est aujourd'hui, on donne ce qui est déjà perdu, on donne ce qui est déjà perdu, les gens vont prendre encore plus et ils finiront par demander sa démission. Et là, on ne pourrait pas s'échapper à ça. Actuellement, la situation est encore sous son autorité. Il doit être le président du Mali et sortir le Mali de là. Lamine Cissé, rapidement, quelque chose? Oui, bon, il y a un endroit où coach m'a séduit un peu. Bon, quand il a dit que l'erreur de coaching, c'est un coach qui a parlé. L'erreur de coaching, c'est quand on a enlevé Soumaïla, on devait arrêter tout le processus. Il aurait gagné, c'est vrai, parce que j'avais pensé à cela. Je me suis dit, mais c'est comme si c'était pas un non-événement. Et ce problème-là est en train de le rattraper. Alors moi, je crois que si, par exemple, la société civile, cette plateforme, veut renverser le pouvoir, ce peuple malien que je vois, s'il lui demande d'aller déloger le président au palais, ils vont le faire. Mais ils ne sont pas dans cette dynamique. Ils veulent faire une pression, amener Ibeka à être raisonnable. Et aujourd'hui, comme Pognon l'a dit, la balle est dans son camp. Mais le problème de sécurité se pose avec acuité. Tu sais, le calme plat, il a dit tout à l'heure là que c'est dans la zone où Ibeka contrôle, où on enlève. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas aller se promener à Gao ou à Kidal. Kidal est gouverné par autre chose. Ok? Je crois que le Mali a besoin de son intégrité territoriale totale et que l'armée malienne gouverne le Mali. Tout le territoire. C'est ce dont on a besoin. On n'a même pas besoin des forces étrangères sur le Mali. Ok? C'est lié à des intérêts occultes que nous connaissons, que Ibeka même connaît. Mais on n'a pas besoin de la présence de toute cette armada-là vers le nord. Ils n'ont qu'à équiper l'armée malienne, former l'armée malienne et permettre à l'armée malienne d'occuper le territoire complètement. Et là, ça va renforcer, n'est-ce pas, la sous-région. Et ça va, on va être... Vous savez ce qui se passe au Mali? Nous sommes frontaliers au Sénégal avec le Mali. Le Mali est frontalier avec 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ce qui se passe au Mali a un impact direct sur les autres pays. Voilà. Patrick Abampoyon, rapidement un mot de fin. Oui, mot de fin, je voudrais simplement dire que l'armée malienne est capable de sécuriser le Mali. Ils l'ont fait tout le temps avant la chute de Amadou Toumani Touré. L'armée malienne est capable, mais on n'a qu'à sortir du commandement militaire tous les politiciens. On n'a qu'à sortir tous ceux qui ne sont pas militaires. Il y a trop de non militaires dans le commandement militaire. C'est ça le problème du Mali. Si on sort tout cela, si Ibeka enlève ses parents de tout le commandement militaire, je vous assure, l'armée malienne est capable de sauver le Mali, de prendre l'intégrité territoriale et de sécuriser tout le pays. Mais il faut que le président Ibeka comprenne que le Mali d'abord. Voilà, vous êtes Patrick Abampoyon, vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour ce plateau sur le Mali, la situation politique et sécuritaire. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission.